Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec le Mouvement des entrepreneurs sociaux, qui promeut les solutions des entrepreneurs sociaux et leurs propositions au service d'une économie humaine et efficace. Si tu souhaites toi aussi apprendre à réaliser tes propres épisodes vécus, voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute. Vu, Vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu by Ticket for Change. je m'appelle Clément Saint-Olive, j'ai 38 ans, je travaille 10 ans dans un grand groupe qui est Sodexo et il y a 3 ans j'ai créé À l'Envie. À l'Envie, on est dans l'aide à domicile et on s'est fixé comme mission, comme raison d'être, d'humaniser l'accompagnement des personnes âgées. On a créé ça il y a 3 ans, en 2016, et on est 3 cofondateurs et moi je suis en charge de toute l'équipe qui accompagne au quotidien les personnes âgées à leur domicile. On est 60 aujourd'hui, un peu plus de 50 auxiliaires d'Envie et plutôt une quinzaine au siège. On est basé à Paris et à Lyon. Alors c'est vrai qu'on a joué sur le nom d'auxiliaire de vie. L'auxiliaire de vie, c'est le professionnel qui accompagne la personne âgée sur le terrain. On a voulu un peu changer le nom en disant auxiliaire d'Envie pour insister sur le fait que ça commence par l'envie de faire le métier, par la vocation. C'est un métier qui est très peu connu. C'est un métier, beaucoup de gens pensent qu'on fait ce métier par défaut, quand on sait pas quoi faire d'autre. C'est vrai que c'est un métier où il y a le plein emploi, mais néanmoins c'est un vrai métier de vocation, de passion. Et le problème, c'est que les conditions de travail en face sont pas toujours là pour accueillir les professionnels passionnés par le métier. Donc voilà, on voulait dire auxiliaire d'Envie, on attire les professionnels passionnés par le métier. La question. Comment savoir si on est fait pour devenir une entreprise libérée ? Alors, entreprise libérée, moi j'y vois 3, c'est pas que moi, mais en tout cas il y a 3 principes qui me semblent importants. C'est une raison d'être forte en tant qu'entreprise, c'est la place pour la personne au sein de l'organisation, et puis c'est une organisation par la confiance qui laisse beaucoup de place à l'autonomie. Il n'y a pas de définition officielle, mais je pense que c'est le résumé de choses que j'ai lues. Donc c'est pas que ma définition, c'est une définition inspirée des différents écrits qui existent. Le vécu. Pourquoi on s'est posé cette question chez À l'Envie ? En fait, quand on a démarré en 2016 l'aventure À l'Envie, l'aventure des auxiliaires d'Envie, on s'était pas dit qu'on allait être une entreprise libérée. On s'est dit qu'on voulait humaniser l'accompagnement des personnes âgées et que ça passait par la valorisation du métier, du rôle du professionnel. Et donc, en se posant la question de comment on valorise ce métier, quel cadre de travail on pose pour ce métier, assez vite, on s'est rendu compte que ça passait par la confiance faite dans ce métier. C'est un métier qu'on fait seul à domicile, et donc il faut faire confiance aux professionnels. Et donc, en se posant cette question de comment ça marche la confiance au boulot, au quotidien, on s'est un peu posé la question des théories qui existaient sur le sujet. Là, on s'est intéressé à ce qui existait et on a découvert un bouquin qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, 3 mois après le démarrage de l'aventure. Et dans ce bouquin, il parlait notamment d'une structure associative aux Pays-Bas qui s'appelle Buurtzorg, qui nous a beaucoup inspiré. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est savoir pourquoi en fait on se lance et pour qui on le fait. Donc, je vous ai raconté un petit peu au démarrage l'historique d'À l'Envie qui nous a amené à ce chemin. Je pense qu'il ne faut pas le faire, ce serait se tromper de le faire par souci d'efficacité, efficacité économique ou efficacité du service rendu auprès de ses bénéficiaires. Chez À l'Envie, ce sont les personnes âgées. Chez À l'Envie, vraiment, on l'a fait pour les professionnels de terrain, donc les auxiliaires de vie qui interviennent à domicile. Et on l'a fait par conviction que c'était mieux de travailler dans un cadre de confiance. Donc vraiment, ça c'est clé chez nous, c'est pas le faire avec une conséquence qu'on va chercher, mais le faire juste en soi. Une des illustrations chez À l'Envie, on mesure depuis cette année l'indice d'alignement humain, qui est un indice qui vient mesurer à quel point nos conditions de travail, le cadre de travail chez À l'Envie est aligné avec la dimension intrinsèquement humaine de ce métier d'auxiliaire de vie. Et donc on le fait avec une petite base théorique sur la pyramide de Maslow. Il y a différents niveaux de besoins au travail. Et donc on a un score par besoin de la pyramide de Maslow. Puis après on a un score total. On est à 79 sur 100 chez À l'Envie dans l'indice d'alignement humain. Et c'est un indice après qu'on a ouvert à des confrères dans le secteur. C'est nous qui l'avons mis en place dans le cadre d'un collectif avec 5 autres associations et entreprises dans l'aide à domicile. C'est À l'Envie qui l'a monté, mais on a confié l'outil de mesure, la gestion des données et son déploiement à un collectif dont on fait partie. Et ensuite, pourquoi on le fait ? Je pense qu'il y a 4 questions clés à se poser.
cas qu'on se pose en continu chez Allenvie. La première, c'est quelle est la raison d'être du projet, et ça fait vraiment partie pour moi de l'entreprise libérée. La raison d'être chez Allenvie, c'est humaniser l'accompagnement des personnes âgées. La deuxième question, c'est quelles sont les valeurs partagées au sein de la structure ou de l'entreprise. C'est un élément vraiment clé. Chez Allenvie, on a défini une charte d'envie avec 7 valeurs clés, dont la convivialité ou la transparence, par exemple. La troisième question, c'est est-ce que les personnes dans le projet sont alignées avec la raison d'être? Est-ce qu'ils viennent pour cette raison et est-ce que ça leur tient à cœur? Et ça, c'est vraiment clé, qu'il y ait un alignement fort entre les individus, les personnes, ce qu'elles viennent chercher, et le projet. Et après, et ça vient uniquement en quatrième, après ces 3 questions, c'est quelle organisation de la confiance, l'autonomie on peut mettre en place au sein de son entreprise. Ça me semble important de se poser ces questions parce que le risque, c'est de commencer par l'organisation et quelle organisation on met en place au sein de sa structure, et donc se poser la question techniquement comment on avance, comment on crée les choses d'un point de vue organisationnel, alors que ça ne marche que si on s'est posé les questions du pourquoi. Pourquoi le projet existe, pourquoi les personnes le rejoignent, et les valeurs, dans quel cadre on a envie de travailler avant de se poser la question de l'organisation. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, je pense, c'est être prêt, à titre personnel d'abord, à être un manager libéré avant de vouloir être une entreprise libérée. Et donc ça passe par plusieurs choses. La première question, c'est questionner son ego. On a tous un ego et c'est bien. Et on est là, je pense, pour montrer la voie. Moi, à titre personnel, j'étais avant dans une posture managériale classique. Et donc, dès lors que j'étais avec mon équipe, on m'écoutait, c'est moi qui arbitrais, qui tranchais. Dans le projet Allenvie, on a monté le projet à 3. Et donc, tout de suite, faut accepter qu'en fait, c'est pas nécessairement sa voix ou son arbitrage qui prévaut, mais en fait, c'est en permanence une discussion et en permanence de l'intelligence collective. Donc, il faut savoir à un moment qu'il faut pouvoir laisser la place, tout particulièrement à 3, où en fait, quand il y en a 2 personnes en face de soi qui ont pas le même avis, naturellement, on est amené à lâcher son ego. Pour Allenvie, ça a été une des clés principales. À 3, on forme une mini-entreprise libérée, c'est-à-dire qu'on doit faire fonctionner l'intelligence collective, on doit savoir quand est-ce que ça repose sur les épaules d'un tel ou d'un tel, se faire confiance et se dire en fait ça c'est le job de Thibaut, mon associé, ou de Guillaume. Et donc je pense qu'on a d'abord créé une mini-entreprise libérée à 3 avant de la créer à plus grande échelle. Donc ça aide vachement, oui. La deuxième chose, c'est je pense qu'il faut questionner ses croyances sur la hiérarchie. En tout cas, j'avais la croyance ou la conviction que la hiérarchie était l'organisation la plus efficace, plus rapide pour répondre à des problématiques. Dans mon job précédent, on venait me poser une question, je réfléchissais, j'arbitrais, hop, je donnais la réponse. Je caricature un peu, mais c'est pas loin, finalement. Alors que, en fait, l'intelligence collective et se poser cette même question en mode collectif plutôt qu'avoir l'arbitrage managérial, ça marche hyper bien et ça marche souvent mieux. Moi, il y a un moment vraiment où ça m'a fait changer de regard chez Allenvie, avec la première équipe d'auxiliaires de vie, donc qui interviennent au domicile auprès des personnes âgées. On se posait des questions de planning. Et donc moi, au départ, j'avais tendance, sur ce problème de planning, voilà ce qu'on peut faire. Et là, c'était un problème que je n'arrivais pas à résoudre. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais poser ce même problème en réunion d'équipe et on va y réfléchir pendant une demi-heure, 1 heure. Et en fait, la réponse qui est sortie de ce petit travail collectif, j'aurais pas pu l'avoir tout seul. Et donc, en fait, ça m'a amené à me dire, mais en fait, il y a plein de questions. Ça sert à rien d'essayer de les résoudre par soi-même. Il faut poser la question à l'équipe. Après, il faut pouvoir animer ces sessions d'intelligence collective de la bonne manière. Mais en tout cas, le groupe a souvent les réponses et les réponses qui marchent mieux qu'une réponse qui vient du chef. Il y a plein de techniques d'intelligence collective, donc j'ai pas de conseils particuliers. Chez Allenvie, on utilise une méthode, mais qui est un peu une méthode très précise. On s'inspire de la méthode de Buurtzorg, qui est une grande source d'inspiration. Donc Buurtzorg, c'est le projet de soins infirmiers aux Pays-Bas, dont on s'est beaucoup inspiré dans notre mode d'organisation. Buurtzorg utilise un outil de décision par consentement, et donc pas par consensus. Allez regarder sur toute la littérature sur les décisions par consentement, comment on arrive en groupe à prendre une décision qui n'est pas une décision à vote majoritaire ou qui n'est pas une décision où tout le monde est d'accord, mais une décision plus complexe à arriver, mais où à la fin tout le monde se sent bien. Je ne pense pas que le collectif soit toujours plus efficace que la hiérarchie. Je pense même en fait qu'ils sont bien souvent tous les deux aussi efficaces. Et ma croyance c'était de dire qu'il y en a une qui était plus efficace que l'autre. Je pense que les deux outils ont des avantages, inconvénients chacun. Le modèle managérial classique est plus rapide dans sa capacité à prendre une décision. Le collectif il prend son temps. Donc dans mon exemple de planning juste avant, même si je pouvais prendre éventuellement une mauvaise décision, ma décision elle marchait en 2 minutes. Alors que prendre son temps en équipe d'une décision collective, ça va prendre au moins une demi-heure, 1 heure, en fonction des cas. Donc je pense que le collectif est moins rapide. Par contre, il est plus engageant. Une fois que la décision est prise, tout le monde se sent investi par la décision et donc va appliquer la décision, va par choix personnel et pas par choix imposé. Et donc c'est ça qui le rend plus efficace, plus solide. Et enfin, je pense qu'il faut questionner ses pratiques.
J'ai un exemple là-dessus. Il y a une phrase qu'on dit beaucoup, que je disais beaucoup moi-même, qui est la confiance n'exclut pas le contrôle. En fait, je pense que c'est bidon comme pratique. Et en fait, le contrôle n'a pas vraiment sa place dans l'entreprise libérée. Par contre, la transparence a sa place, le feedback a sa place. Et donc, c'est des organisations où on a le droit de faire des erreurs et il y a la place de faire des erreurs. Et on se pose la question des erreurs après, une fois qu'elles sont commises. On n'est pas dans un système qui va empêcher l'erreur, qui va contrôler tout ce qui se passe, mais bien qui va laisser. Et par contre, voilà, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, quand on fait une erreur, individuellement, ça marche beaucoup mieux si on a pu la faire, l'erreur, plutôt qu'on nous a dit ne fais pas cette erreur. Et donc, c'est en ça que c'est un système qui est beaucoup plus apprenant. Et cette pratique-là, elle permet aux gens d'avancer en faisant des erreurs. Voilà. L'exemple le plus facile, c'est le recrutement. En fait, assez vite, chez Alenvie, le recrutement a été fait par les pairs, donc par les auxiliaires qui recrutent de nouvelles ou de nouveaux auxiliaires. Et donc là, on n'a pas contrôlé qui était recruté. On s'était mis d'accord collectivement sur le cadre qu'on allait mettre au recrutement. Par contre, au début de l'entreprise, moi, je voyais les gens qui pouvaient être validés. Et au fond de moi, dans certains cas, je me disais, non, mais en fait, ça va pas marcher. Je vois bien que cette personne-là, ça va pas faire l'affaire. Et en fait, parfois, j'avais tort. Parfois, j'avais raison. Mais en fait, quand j'avais raison, l'apprentissage, il marchait beaucoup mieux quand la personne faisait par elle-même l'erreur de recruter telle personne, plutôt que moi je lui disais non, mais en fait, faut pas recruter des personnes qui ont telle ou telle expérience, par exemple. Donc en fait, le recrutement, ça marche très bien. Je trouve que c'est un cas où en fait, il n'y a pas de science exacte. Mais par contre, il faut laisser pouvoir éventuellement faire des erreurs. C'est comme ça qu'après, les recrutements qui suivent sont meilleurs. C'est beaucoup mieux de faire du recrutement un projet collaboratif plutôt qu'être le seul à recruter. Parce qu'en fait, je pense pas que je fasse moins d'erreurs que des auxiliaires de vie qui recrutent déjà. Et en plus, si c'est que moi qui recrute, c'est que moi qui vais apprendre et qui vais grandir sur le sujet du recrutement. Alors qu'en fait, en laissant faire que les autres personnes aient la possibilité de recruter, de faire des erreurs dans le recrutement, en fait, l'apprentissage va être collectif et l'organisation va apprendre davantage et pas moi seul. Troisième apprentissage. Troisième apprentissage, c'est identifier de qui on a besoin pour se lancer dans un tel projet et de quoi on a besoin pour que ça marche. Ça commence par les personnes avec qui on va travailler. Je pense on parle d'auxiliaire d'envie chez Alenvie, ça marche à tous les niveaux. Ça commence par l'envie et donc quelles sont les personnes qui ont envie de travailler dans une entreprise libérée par la confiance. Donc nous, les 2 premières personnes qu'on a recrutées chez Alenvie à des postes managériaux, à des postes de coach, on utilise le terme de coach chez Alenvie, sont des personnes qui avaient une expérience managériale dans leur vie professionnelle passée et qui se lassaient de cette posture managériale, de dire aux gens comment ils devaient faire et d'avoir toujours la charge mentale de la décision. Donc voilà, comment on s'assure que les gens ont envie de travailler avec ce prisme. Et après, néanmoins, il y a une dimension accompagnement, formation qui est hyper importante, même pour des gens qui ont envie. Et ça, c'est un des vrais apprentissages d'Alenvie, c'est que ça s'accompagne, ce projet-là. Et donc nous, l'ensemble des personnes qui sont en accompagnement d'équipe, on les forme à la dimension coach, avec des coachs certifiés pour le coup, à cette posture coach, notamment avec une base théorique qui est la communication non violente. Donc, comment on va être à l'écoute de ses émotions, comment on va faire un feedback, comment on va régler des conflits. Et ça, vraiment, ça se pratique et ça s'apprend. Alors il y en a plein des coachs qui peuvent accompagner. C'est un métier qui devient de plus en plus courant et la mode. Donc c'était par recommandation. Donc je suis sûr que par recommandation, tout le monde peut trouver un coach pas loin de chez lui. C'est des coachs qui interviennent à la journée, donc en général c'est entre 1000 à 2000 euros la journée d'intervention. Et donc nous typiquement on organise des sessions en collectif pour que ça coûte un peu moins cher. Les coachs chez Alenvie sont accompagnés par des coachs certifiés sur l'année. Avec environ 8 journées dans l'année et c'est des petits groupes de 6 à 8. Pour un groupe de 6 à 8, ça va coûter 10 000 euros à l'année à peu près, donc à diviser par intervenant. De qui on a besoin ou de quoi on a besoin, c'est aussi de pouvoir avoir un pilote, un leader, le terme souvent qu'on dit c'est un leader libérateur qui a envie et qui se reconnaît dans cette organisation-là. Donc je vous le disais, chez Alenvie, on était 3 et en fait assez vite, on a vu que c'est à moi que ça parlait le plus dans le style managérial. Moi, j'aime bien lâcher prise, j'aime bien laisser faire. Et donc, ça me correspondait assez bien et je m'épanouissais dans ce modèle-là alors que tout le monde n'est pas fait pour s'épanouir. Ça peut être frustrant de laisser faire et de voir les gens faire des erreurs. J'en parlais tout à l'heure. Et donc, c'est important de pas aller contre sa nature. Et nous, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont envie, théoriquement, de se lancer dans de l'entreprise libérée avant de se rendre compte qu'en fait, à titre personnel, c'est très, très difficile de lâcher prise. Et donc, ça commence par ça. C'est est-ce que j'ai envie et est-ce qu'après, je suis capable éventuellement de progresser là-dessus. Comment on reconnaît cette personne? C'est assez facile, en fait. Est-ce qu'à titre personnel, je suis dans le lâcher prise ou est-ce que j'aime bien contrôler, quoi. C'est un peu caricatural, mais souvent, juste en se posant cette question-là, on va pas être ou à gauche ou à droite. En fonction de comment on se situe, ça donne une bonne indication. Donc après,
Ce qui est important, c'est de pouvoir être entouré des bonnes personnes avec les bonnes expertises. Ce qui m'a aidé chez Allenvie, c'est d'être assez vite entouré avec des auxiliaires de vie ou d'envie qui savaient comment on fait le métier. C'est pas moi qui leur ai dit comment on travaille, comment on fait le planning, comment on intervient chez les bénéficiaires. Moi, j'avais de la valeur à un autre registre, dans l'animation, dans la construction des valeurs, dans la construction de la raison d'être de l'entreprise, mais pas du comment. Et le comment sont bien les experts qui peuvent le faire. Et donc, c'est important de faire confiance aux bons experts. Je vous parle de plein de trucs, mais en fait, au quotidien, je brûle d'envie de faire des commentaires et j'en fais des commentaires et je dis des choses. Et donc, je me contredis très souvent. Moi, une de mes techniques, c'est de pas entendre. Donc, en fait, typiquement, il y a 2 salles chez Allenvie. Il y a une salle où, en général, c'est la salle où il y a toutes les personnes qui travaillent aux opérations. On entend les coups de téléphone, les coachs qui vont parler aux équipes. Je sais que je passe trop de temps dans cette salle. Je vais avoir envie de donner mon avis et dire, je peux me permettre. Là, en fait, je pense que c'est pas la bonne idée. Et donc, je me force à pas toujours bosser là, à bosser là parfois. Mais à parfois ne pas entendre et pas écouter parce que sinon ça me ronge trop. La technique quand ça ronge trop, c'est partir, c'est mon conseil. 4e apprentissage. Le 4e apprentissage, et c'est peut-être l'essentiel, c'est faire le deuil de la perfection, puis avoir envie de continuer à apprendre, à progresser dans cette organisation libérée. Moi, un premier truc, j'ai mis du temps à le comprendre et en fait, ça m'a libéré. C'est qu'en fait, il n'y a pas moins de problèmes dans une entreprise libérée que dans une entreprise classique. C'est juste 2 modèles qui sont assez différents. Et vraiment, je vous le disais tout à l'heure, c'est philosophique comme approche avant d'être conséquentialiste ou d'être efficace. Par contre, ce qui est assez génial avec ce modèle-là, c'est que ça permet de mieux vivre les problèmes et d'être plus résilient face aux problèmes. Le problème n'est plus un problème, c'est une occasion de progresser. Je vous parlais tout à l'heure du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur ou le problème fait vraiment partie en fait du modèle. Donc ça peut être parfois un peu fatigant parce qu'en fait ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes, on se réajuste en permanence et ça bouge en permanence. Mais en tout cas, plus on avance, mieux c'est vécu. C'est-à-dire qu'au départ, moi, régulièrement, je me disais, en fait, on s'est trompé, ce modèle-là, il est compliqué, ça marche pas, les recrutements, ça marche pas, il n'est pas adapté aux auxiliaires de vie. Donc, en fait, sur le chemin, il y a quand même beaucoup de doutes. Mais plus on avance, plus on arrive à vivre avec le fait qu'il y a des problèmes, qu'il y a des ajustements, qu'il y a des erreurs et que c'est une forme de bordel organisé, ce truc. Donc, voilà, plus on avance, mieux c'est vécu. À commencer par moi. Un des trucs qui me donne vie et qui me fait dire que c'est génial, c'est quand j'entends les auxiliaires d'envie qui témoignent. On nous fait souvent témoigner sur notre modèle d'organisation. Et là, c'est moi qui en parle, mais en fait, ceux qui en parlent encore mieux, ce sont les auxiliaires d'envie. Et là, quand j'entends les témoignages d'auxiliaires d'envie qui expliquent ce que ça change dans leur posture, ce que ça change dans leur métier, ce que ça change dans leur fierté de faire le métier, bah là, je me dis là, c'est vraiment une victoire. Alors même que ces auxiliaires ont autant de problèmes que dans leur vie d'avant. Dans l'organisation de leur métier, mais pour autant, la manière dont c'est vécu, bah c'est génial et c'est exprimé en tant que tel. Et enfin, sur faire le deuil de la perfection, ça passe par questionner le terme entreprise libérée. Moi, que je questionne un petit peu. En fait, entreprise libérée, ça voudrait dire qu'il y a un moment où on n'était pas libéré et qu'on s'est libéré. Vous avez compris que chez Allenvie, ça a été plutôt un chemin et en plus un chemin qui a été fait dès le départ avec plutôt une posture libérée. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est jamais terminé. Et donc, moi, vraiment, quand je pense entreprise libérée, je pense chemin. Et donc, quand j'essaie de fusionner les deux, chemin et libéré, ça fait plutôt entreprise libérante. Ce qui signifie qu'on est en cours, en fait. On est en cours de transformation. Et cette transformation, elle s'arrête jamais parce qu'il y a en permanence des ajustements et des possibilités de s'améliorer. Et nous, typiquement, chez Allenvie, l'organisation qu'on a aujourd'hui, elle est assez différente de l'organisation qu'on avait il y a 6 mois ou il y a 1 an. Et je pense qu'elle sera encore différente dans 1 an. Parfois, c'est sur des petits détails, mais parfois, c'est aussi des éléments structurants. Entreprise libérante veut dire que ça bouge en continu. En conclusion, si quelqu'un me demande je veux être une entreprise libérée, est-ce que c'est une bonne idée, je lui poserai la question pourquoi. Avant le comment et est-ce que c'est une bonne idée, c'est pourquoi en fait. Quelle est cette idée? Quelle est cette étrange idée? C'est incroyable en épanouissement et en joie, mais voilà, il y a pas mal d'embûches. Il faut pas le faire pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est le faire par souci d'efficacité, par souci de satisfaction client. Si on veut mettre une conséquence, un objectif autre que purement la conviction que s'organiser différemment a de la valeur en tant que tel. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des conséquences très positives, mais c'est pas ce qui doit motiver dans la transformation. Et nous, typiquement, chez Allenvie, ça nous tient à cœur de nous poser la question comment l'accompagnement des personnes âgées il s'améliore par une organisation qui est libérante, mais c'est pas ce qui nous a motivés en premier lieu. Donc en fait, l'entreprise libérée a des conséquences positives, mais ça ne doit pas être ce pourquoi on le fait.
Une bonne réponse, ça peut être autour de l'envie individuelle du dirigeant, profonde, à un moment de se lasser d'une posture de décideur, alignée avec une envie des équipes de changer, de changer un peu les choses parce que ça nous convient plus, on se retrouve plus dans ça. Donc si en fait on sent qu'il y a des envies personnelles au pluriel dans l'entreprise, c'est probablement que c'est une bonne raison de le faire. Conseil Pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps au quotidien, c'est se poser la question, est-ce bien à moi de faire ça? Et est-ce que c'est bien ma responsabilité? Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie au quotidien, moi, c'est prendre le temps d'écouter les gens, d'être curieux de leur vie, leur job, et ça m'énergise. L'autre question. Et la question que je me pose en ce moment, c'est comment mieux accompagner la charge mentale. C'est un peu une des conséquences de l'entreprise libérée, c'est avoir une charge mentale importante. On est davantage responsabilisé individuellement et je pense qu'on a encore des choses à apprendre chez Allenvie pour mieux accompagner les auxiliaires d'envie ou les coachs à la charge mentale. Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu.